Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. Redoutable criminelle sous ses airs de gentille grand-mère, Simone Weber a marqué l'histoire des faits divers par sa personnalité machiavélique. Tout commence en juin 1985, dans les environs de Nancy, quand disparaît l'ancien amant de cette quinquagénaire. Une longue enquête démarre, elle va progressivement lever le voile sur les agissements de cette grande manipulatrice qui ne reculait devant rien pour arriver à ses fins. Vous écoutez l'affaire Simone Weber, première partie. Nous sommes au 158 avenue de Strasbourg, où Simone Weber habitait. On est sûr que Bernard Etier est venu ici samedi 22 juin 1985, parce que des voisins ont vu un homme qui correspond à son signalement rentrer dans l'immeuble. Plus personne n'a revu Bernard Etier vivant. C'est le commencement d'une affaire criminelle hors norme, l'affaire qu'on a appelée l'affaire Simone Weber. Pour moi, c'est l'affaire de ma vie de policier. Le 22 juin, Bernard Etier devait partir en week-end rapidement avec son amie de l'époque, Monique Nuss. Et elle est inquiète parce qu'elle ne voit pas arriver Bernard. Christian Jacques, ex-inspecteur sûreté urbaine. Alors Monique Nuss reçoit un appel téléphonique dans l'après-midi d'un certain Robert qui déclare Bernard Etier ne viendra pas en week-end avec vous parce qu'il a des ennuis avec sa maison dans les Vosges à Charmois-l'Orgueilleux. Ma mère, elle a dit qu'elle ne croyait pas à cette personne, que Bernard était grand garçon, qu'il aurait prévenu de lui-même. Didier Nuss, fils de Monique Nuss. Elle nous avait dit que s'il arrivait quoi que ce soit, il fallait chercher près de Simone Weber. Monique Nuss est inquiète. Elle envoie son fils au domicile de Simone Weber, avenue de Strasbourg. J'ai sonné chez Simone Weber. Les rideaux ont bougé. Elle était bien là, mais elle n'a pas répondu. En face, sur un parking désaffecté, il y avait la voiture de Bernard, la R9 bleue. Et je suis repassé plus tard dans la nuit, la voiture n'y était plus. Donc là, j'étais très inquiet et j'ai appelé ma mère d'une cabine. La disparition de Bernard Etier, pour la famille, forcément, c'est inquiétant. Surtout par rapport à ses filles, ses sœurs, ils sont très proches. Sa fille Patricia, tous les jours, ils se téléphonent. Il ne serait jamais parti sans me prévenir. Et on part pas comme ça sans son porte-monnaie, sans papier, sans rien, sans carte, sans motif, sans rien, quoi. Patricia Etier, fille de Bernard Etier. J'allais donc au commissariat, je suis tombée sur un inspecteur qui n'avait pas l'air de trop me croire. Il me dit, bah oui, mais il me dit, votre père, il a quand même 55 ans, il est libre de partir. À l'époque, je suis inspecteur principal à la sûreté urbaine de Nancy. Charles Deray, ex-inspecteur sûreté urbaine. Au début, on a conseillé de faire une recherche dans l'intérêt des familles, parce qu'il n'y avait pas d'éléments criminels apparents. À l'époque, je travaillais à Nancy, à l'Est républicain, et j'ai vu débarquer une espèce de furie dans la rédaction, qui s'est mis à crier « Y a-t-il un journaliste capable de m'écouter ?» C'est la première phrase que j'ai entendue de Patricia Etier. Elle sortait de chez les flics. Elle me dit « Mon père a disparu. Je pense que c'est une disparition inquiétante. » Et tout de suite, elle a commencé à accuser Simone Weber. On a fait un petit article prudent pour signaler cette disparition, mais le lendemain de la parution, elle m'a téléphoné en me disant « C'est tout ?» Ouais, en gros, on n'avait pas le choix avec elle. Ah, moi, je vais la traquer. Ça, je l'ai traquée jour et nuit, partout. La journée, elle dormait, et le soir, elle sortait. Je la voyais sans arrêt, elle faisait les cabines téléphoniques, toutes les cabines téléphoniques. Je me grimais, On changeait de voiture, il y a des copines qui me prêtaient des voitures, je mettais des lunettes, je mettais un foulard. Patricia Etier, fille de Bernard Etier. Elle se sentait traquée, tout ça, on était toujours en train de regarder partout. L'hypothèse d'une fugue de Bernard Etier est difficilement envisageable, d'autant qu'il n'y a pas de retrait bancaire. Il était apprécié de ses amis, c'est pas un dépressif. Monique Rowe,
ex-journaliste Le Républicain lorrain. Bernard Etier, il travaille chez Solvay, une soudière historique qui se trouve à Dombasle. C'est quelqu'un de gentil, qui se prend pas la tête, qui aime bien partir dans les Vosges où il a une petite maison, et puis qui a pas mal de succès auprès des femmes et qui en profite. Quelque temps après, les sœurs de Bernard Etier donc prennent les choses en main et vont au domicile de Simone Weber pour vérifier si des fois Bernard n'est pas séquestré. Elle force un petit peu la porte de Simone. Il rentre dans l'appartement qui est très très sombre, les volets sont fermés. Et là, la famille note que la cuisine est inondée, qu'il y a de l'eau par terre et le canapé est recouvert d'un drap. Donc Simone Weber raconte qu'il y a eu une fuite à la machine à laver et ce qui explique la présence d'eau sur le sol. Il y a un drap qui est posé par terre sur la moquette. Simone a les mains bandées. Elle dit qu'elle s'est brûlée ou qu'elle s'est abîmée en faisant du jardinage. C'est un peu étrange. Simone Weber raconte qu'il est parti sûrement avec une autre femme. Solvay m'appelle un jour en me disant « Écoutez, voilà, peut-être on a reçu un arrêt de travail de votre papa, soi-disant. C'est bizarre, il n'est pas signé et il vient de la région parisienne. » Donc on a prévenu quand même la police et tout. Et on s'aperçoit effectivement que le numéro de sécurité sociale n'est pas juste. Roselyne Pagny-Leclerc, ex-commissaire sûreté urbaine. Et notamment, on va contacter le médecin qui a rédigé cet arrêt de travail et qui est quand même à Épinay-sur-Seine, donc qui n'est pas du tout dans l'environnement immédiat de Bernard Etier. Que serait-il allé faire à Épinay-sur-Seine ? On va découvrir que Simone Weber s'est rendue dès le 30 juin dans la région d'Épinay puisque sa fille y réside et que c'est son gendre qui va se rendre au cabinet médical et qu'elle va le faire passer pour Bernard Etier. Simone Weber, qui utilise toujours les personnes pour ses besoins personnels, raconte une histoire encore à dormir debout, que Bernard Etier a disparu et qui risque d'avoir des ennuis à son boulot. Donc c'est un peu pour rendre service à Bernard Etier, bien sûr. Le gendre qui veut pas contredire sa belle-mère acquiesce et puis exécute les ordres de Simone Weber. La préoccupation de Simone Weber, c'était de faire croire que Bernard Etier était toujours vivant. Gérard Welzer, avocat de la famille Etier. C'est un élément de plus qui va inquiéter la famille. Enfin là, on est chez les fous, là. C'est incroyable. Rien que ce certificat médical est un élément à charge considérable. Cette affaire de disparition inquiétante prend une tournure criminelle. En juillet 1985, l'enquête est confiée à Gilles Bertiel, juge d'instruction à Nancy. Celui-ci ne s'en doute pas encore, mais c'est un des épisodes les plus surprenants de notre histoire judiciaire qui est sur le point de s'ouvrir. Le 9 juillet 1985, le procureur de la République de Nancy ouvre une information judiciaire. Gilles Bertiel, ex-juge d'instruction. Des chefs de séquestration qui m'est confié et d'emblée je saisis la sûreté urbaine pour essayer d'en savoir un peu plus sur cette mystérieuse disparition. Il n'y a ni cadavre, ni scène de crime, donc c'est une affaire qui va être sans doute très complexe. Alors, on va s'intéresser à la personnalité de Simone Weber, qu'on pressent quand même extrêmement déterminée. Simone Weber vient d'un milieu modeste. Liliane Glock, avocate de Simone Weber. Son père travaillait au Rapide de Lorraine, c'est-à-dire les cars, les autobus, et sa mère était ouvrière. Elle s'est mariée jeune. Simone a eu 5 enfants. Elle va perdre sa fille, âgée de 15 ans, qui va mourir dans des conditions un petit peu bizarres au lycée, par une absorption massive de Terralène, un sirop contre la toux. Dans quelles conditions a-t-elle absorbé le Terralène ? Ils lui en ont donné à l'infirmerie ou elle en a absorbé à la maison ? Simone Weber a toujours considéré que c'était pas sa faute et que c'était la faute de l'infirmerie. Peut-être ne s'est pas suffisamment remuée pour faire venir de les secours. Un procès avait été introduit contre l'infirmière. Alain Baird, avocat de Simone Weber. Ce procès n'a pas abouti à une clarification des conditions du décès.
Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un accident? On n'a jamais su. À partir de là, il y a une rupture, elle est plus comme avant. Voilà. Il y a Simone avant la mort de Catherine et Simone après la mort de Catherine. Et son fils, qui était parti en Allemagne pour faire son service militaire, se suicide d'une balle dans le cœur. Et ça, c'est quelque chose d'assez morbide et macabre. Simone expose sur le buffet de sa cuisine la photo de sa fille prise sur son lit de mort. Et elle a la balle qu'on a extraite du cœur de son fils. Son mari, Jacques Thuot, elle le trouve volage, elle lui reproche de sortir le soir, d'aller danser, et elle est plutôt casanière. Ils finissent par divorcer. Ça se passe tellement mal qu'elle le fait interner au centre psychothérapique de Nancy-Laxou. Comme il disait, je suis le seul survivant. Il y avait des scènes, elle le poursuivait en voiture, en tirant rue Saint-Dizier, en tirant dessus en pleine nuit. Elle a fait pas mal de petits boulots. Elle dirigeait une équipe de vente à un moment donné. À une autre époque, elle avait créé un journal. Enfin, c'est quelqu'un de très dynamique et d'entreprenante. Elle bricolait, apparemment, ça devait être une bonne bricoleuse. Et on la voyait arriver avec des petites voitures à 150 000 km, avec les bas de caisse pourris. Et on la voyait mettre du scotch sur les bas de caisse. Et puis un petit coup de bombe, et puis tout. Alors Bernard-Etier, je crois qu'elle le rencontre un peu par hasard dans la rue. Et ils se connaissaient depuis très longtemps, plusieurs années auparavant, parce que Bernard-Etier sortait avec une ancienne collègue de Simone Weber, je crois. Et puis elle a raconté qu'elle avait une panne de tondeuse dans sa maison à Rosières-aux-Salines. Bernard-Etier, en bon samaritain, s'est proposé pour aller lui réparer. Il va tondre sa pelouse et il fait des menus travaux. Voilà, c'est comme ça que commence leur histoire. Elle était comme une midinette. C'était une femme amoureuse. Elle est folle de cet homme. Simone, elle avait envie d'une petite vie tranquille, d'aller dans la maison de Rosières avec Bernard, regarder la télé, peut-être de se tenir la main, d'aller se promener. Au début, Simone Weber veut que Bernard-Etier vive avec. C'est plutôt elle qui fait le forcing que lui. Ils se mettent un petit peu en couple, je crois, quelques mois, mais très vite, Bernard-Etier s'aperçoit qu'elle est envahissante. Papa avait sa maison à Maxéville. Le garage était ouvert et je voyais des pieds qui dépassaient sous une voiture. Je pensais que c'était papa. Et en fait, non, c'était elle qui est sortie de là, plein de cambouis. Quand je l'ai vue, elle m'a demandé ce que je cherchais. Je lui ai dit, je viens voir Bernard-Etier. Et elle m'a dit, je suis Madame Etier. Et moi, je lui ai répondu, non, il n'y a pas de Madame Etier, je suis Patricia Etier. Je suis la fille de Bernard-Etier. Quand j'ai vu papa, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est, la bonne femme-là? Il m'a dit, non, c'est juste une amie. Il m'a dit, je lui ai prêté le garage parce qu'elle voulait bricoler. C'est vrai qu'elle retapait des voitures, faut dire. Hein. Mais elle s'est très vite rendue compte qu'il avait des liaisons extra-conjugales, si on peut dire, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Mais bon, elle était vraiment jalouse et possessive. Elle le voulait pour elle, quoi. Donc c'était le début de la fin pour Bernard-Etier. Elle lui a rendu la vie impossible, elle passait son temps à l'espionner. Elle le traquait de partout, elle le suivait, donc elle devait être parfaitement informée du nombre de ses aventures. Elle relevait le compteur kilométrique de sa voiture. Alors, quand elle l'interrogeait, t'as été où? Elle disait là, elle disait, mais c'est faux. Elle lui démontrait par A plus B qu'il avait fait tant de kilomètres. Quand Bernard me prêtait sa voiture, elle me suivait avec sa R9 blanche, elle. Didier Nuss, fils de Monique Nuss. Elle pensait que c'était Bernard au volant de la R9 bleue et elle me suivait. Elle en a eu le cœur net puisque je me suis raté. Je lui ai dit que c'est pas Bernard au volant. Elle est tombée des nues, quoi. Bernard-Etier s'aperçoit qu'il y a des objets disparaissent chez lui, ou son courrier est volé. Elle fouille dans ses papiers, dans la maison, pour voir si il a des maîtresses. Enfin, elle est extrêmement jalouse. Bernard-Etier, au bout de quelques mois, va vouloir arrêter cette relation parce que c'était terrible. Il s'est rendu compte des scènes que lui faisait subir Simone Weber et il a arrêté. Il lui disait, mais arrête de me harceler, laisse-moi tranquille, je ne veux pas... on sera jamais un couple, on sera jamais rien, mais elle, non, il n'y avait rien à faire. En plein été, comme il laissait ses fenêtres, il avait un étage, il laissait sa fenêtre de chambre ouverte. Elle trouvait le moyen de passer derrière la maison, elle montait à l'échelle, elle se mettait dans son lit. Une fois, il était revenu complètement souqué, complètement drogué. Et d'ailleurs, il avait esquinté sa voiture au passage, on ne sait où. Il pensait qu'elle avait essayé de le droguer avec des médicaments.
Moi, je lui disais, mais porte plainte, ne te laisse pas comme ça empoisonner la vie. Qui me disait, oh, c'est une femme, qu'est-ce que tu veux qu'elle me fasse? Et le jour de la disparition de Bernard Etier, quand il avait quitté son travail à 5h30, après son poste, il était allé directement chez une amie à Nancy, vers 6h, en lui disant, écoute, tu sais pas, elle m'attend devant chez moi avec le fusil, j'ai peur. Et puis, il va prendre son courage à deux mains. Il retourne sur Maxéville, où, d'après les voisins, il y a des éclats de voix. Bernard Etier explose, il dit « Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'interdis de venir ici, fous le camp. » Et elle dit 3 fois « Je te tuerai, je te tuerai, je te tuerai. » Vers 13h, les deux repartent, chacun dans sa voiture, et depuis, plus personne n'a revu Bernard Etier vivant. Lorsque je suis saisi, il s'est écoulé 17 jours. Gilbert Thiel, ex-juge d'instruction. Largement de quoi faire disparaître les traces. Donc, j'essaye de m'inscrire dans le temps en ordonnant des surveillances. On a commencé à la suivre et c'était infernal. Elle faisait des demi-tours dans les boulevards à Nancy pour voir si elle était suivie. Elle s'arrêtait, elle se garait, elle descendait de voiture, elle faisait 20 mètres, elle reprenait sa voiture, elle repartait. Enfin, c'était un cauchemar, quoi. Elle avait les techniques des pires truands pour voir si elle était suivie ou pas. Le juge ordonne des écoutes téléphoniques. Donc, pour nous, commence un long travail fastidieux d'écoutes utiles ou inutiles, mais beaucoup inutiles. Et les enquêteurs vont se rendre compte que Simone, qui est sur écoute, communique avec sa sœur, qui est à Cannes, et qu'elle parle par code. Les numéros du loto reviennent plusieurs fois dans la conversation. Et on s'aperçoit qu'elle communique tout simplement le numéro de la cabine téléphonique la plus proche. Malheureusement pour elle, on a aussi branché la cabine téléphonique qui était devant le domicile de Madeleine Weber à Cannes. À un moment, les enquêteurs entendent les deux sœurs qui disent « Bon, il faut trouver une pension pour la Bernadette ». La Bernadette, c'est la voiture de Bernard Etier que Simone a descendue à Cannes pour la cacher. La pension pour la Bernadette, c'est un garage discret pour que la voiture de Bernard Etier disparaisse de la circulation. Madeleine a donc loué un garage à Cannes sur ordre de sa sœur, sous un faux nom, au nom de Chevalier. C'est un tournant dans l'enquête parce que c'est le seul élément matériel. Simone demande à Madeleine Weber au téléphone de faire disparaître des papiers. Elle parle d'un passeport et donc du chéquier de Bernard Etier. On appelle immédiatement le juge d'instruction et on lui dit, écoutez là, peut-être qu'il faut, alors en langage policier, casser, c'est-à-dire interpeller, de manière à éviter la déperdition des preuves, parce que là, il faut faire vite. Le juge donc ordonne qu'on fasse une interpellation simultanée des deux sœurs, à Nancy et à Cannes. Et une perquisition chez les sœurs Weber, c'est toujours quelque chose d'assez grandiose parce que il y a beaucoup de preuves ou d'indices qui sont cachés dans des endroits tout à fait improbables. Lorsqu'on arrive à Cannes, chez Madeleine, on va trouver sous le coussin d'un canapé des documents qui sont relatifs au véhicule de Bernard Etier, les clés de la Renault 9 dans une potiche. On lui demande si elle a vu Bernard Etier depuis le 22 juin ou la voiture de Bernard Etier. Elle dit non, je suis pas au courant. Donc on l'emmène devant le garage. Et là on découvre la voiture. Puis après on la met devant le fait accompli. Pourquoi avoir déplacé et caché cette voiture? C'est pour rendre service à Bernard Etier. On avait peur que la voiture soit abîmée. Plus c'est gros, plus ça pourrait marcher. En même temps, on a fait une perquisition dans l'appartement de Simone à Nancy. Oh, c'était l'appartement de la Belle au Bois dormant, quoi. C'était resté tel que, elle gardait tout. Donc il y avait des empilements d'objets. Vous avez des cartons un peu partout.
C'était sinistre comme appartement, quand même. Le magistrat instructeur va trouver des bâtons de dynamite qui viennent de l'ancien mari de Madeleine qui travaillait sur des chantiers. Elle garde tout, quoi. Vous imaginez des bâtons de dynamite dans un placard. Il y avait 3 bâtonnets comme ça. Alors à l'époque, je fumais déjà beaucoup, donc j'avais une cigarette au bec. Gilbert Thiel, ex-juge d'instruction. Et je sors ça, je le montre aux flics. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en avais jamais vu. C'était des explosifs complètement exsudés. Donc il y avait des armes, des explosifs, des systèmes de mise à feu, enfin, des choses assez étranges qu'on ne s'attend pas à trouver chez une dame de 55 ans. Donc il y avait 2 carabines 22 long rifles avec toutes les 2 munies d'un silencieux. Pourquoi un arsenal chez soi et surtout avec un silencieux ? Ça trouble quand même les policiers. Elle l'a justifié, Mme Weber, en disant que c'était pour se défendre d'une éventuelle agression. Il y a des millions de carabines 22 long rifles qui sont vendues en France et qui rendent pas pour autant les gens criminels. Donc nos collègues vont découvrir une douille percutée et l'expert en balistique va effectivement déterminer qu'il s'agit bien d'une douille venant d'une arme saisie au domicile. Le fait qu'on trouve une douille percutée chez Simone Weber, on se dit, elle a tué Bernard Etier avec la 22 long rifle, avec un silencieux. Non. Il peut y avoir une douille qui n'avait pas été éjectée de la carabine quand elle a tiré sur les moineaux dans la Meuse. Alain Bert, avocat de Simone Weber. Ça ne signifie pas qu'il y ait eu un tir dans cet appartement, parce qu'il faudrait qu'on trouve des impacts. Il n'y a pas de traces d'impact, il n'y a rien. On suppose que Simone Weber a tiré Bernard Etier sous prétexte de lui faire déboucher un évier. Et quand il était occupé en dessous à vérifier l'évier, on pense qu'elle est venue derrière avec la carabine 22 long rifle munie du silencieux et qu'elle lui a tiré une balle dans la tête. L'après-midi du 22 juin 85, Simone Weber n'a pas d'alibi. Elle a raconté qu'elle avait été faire des courses, ça n'a pas pu être vérifié. L'accusation parle d'un trou dans son emploi du temps. Quel trou ? Est-ce qu'il est anormal d'aller faire des courses dans un hypermarché de la région nancéenne alors qu'on habite Nancy à samedi après-midi ? Non. On pensait que les 2 femmes allaient rapidement avouer parce qu'on avait comme des éléments intéressants contre elles. On a fait une confrontation avec sa sœur. C'était 2 murs, quoi. Ça n'a rien donné. Elles ont rien lâché. Rien. Mais pourtant, on l'a interrogé. On sait faire. Vous montriez à Simone Weber une feuille blanche, elle vous disait que c'était noir. Tout était contesté. À la limite, elle ne s'appelait pas Simone Weber. Son discours constant, c'était de dire que Bernard Etier était vivant. Simone Weber a toujours déclaré qu'elle n'était pas à l'origine de la disparition de Bernard Etier, point. Ses explications n'étaient guère convaincantes. J'ai vu avec quel aplomb elle pouvait mentir et puis comment elle était fuyante. C'est le 10 novembre 85 que je la mets en examen pour homicide volontaire, vol, détention d'explosifs, quelques recels, enfin bref. Et donc, elle nie. Simone va être écrouée. Voilà, Simone va connaître les rigueurs de la prison. Quelques jours après le placement en garde à vue, en discutant avec les flics, ils me disent « mais il y avait un appareil, une meuleuse à béton dans le coffre de la voiture. » Je leur dis « quoi ? Et vous l'avez pas saisi ?» On va refaire une perquise dans ce coffre-là, et puis on saisit l'appareil. Simone Weber, il faut savoir que la veille de la disparition de Bernard Etier, a loué une meuleuse dans un magasin d'outillage de Nancy. Elle a déclaré au vendeur que c'était pour découper du béton dans son jardin. L'employé était assez surpris parce que jamais une femme n'a loué un outil de ce genre. C'est un appareil qui a des disques qui permettent de découper, par exemple, les bordures des trottoirs. Donc, il faut être robuste, c'est assez technique. Ce qui est bizarre, c'est que 8 jours après, elle se rend chez le loueur, elle déclare qu'on lui a volé la machine, elle sait pas où elle est, et elle paye 1200 francs à l'époque. Cette fameuse machine, on la retrouvera le jour de son interpellation. Donc elle a raconté qu'elle se souvenait plus qu'elle l'avait dans le coffre. Les experts ont dit cet appareil a été entièrement démonté, il a été lavé à grande eau et remonté comme tel.
Donc on a juste retrouvé à proximité d'un carter de l'appareil des substances humaines du même groupe sanguin que Bernard Etier. On a trouvé des petites substances humaines, oui mais c'est tout. Ce genre d'instrument, c'est fait pour faire les menus travaux qu'on a à faire, et puis aussi pour se couper les pattes malheureusement. Hein. Donc ça veut dire que des débris humains dans une meuleuse, c'est pas quelque chose d'étonnant. Hein. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Jean-Pierre Vergès. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.